Ok, bonjour. À cause d'un problème technique, on n'a pas pu vous enregistrer la troisième partie de la présentation sur la première famille d'utiles en Amérique. Donc, je la refais chez moi et vous n'aurez pas les petites interactions à la fin, mais quand même, c'est la partie la plus courte aussi, c'est une affaire de 15 minutes. Donc, re-bienvenue. Donc, on est dans l'histoire d'Antoine Dutil et de Marie-Ursule Lefebvre, la première famille d'Util en Amérique. Je vais aller à la troisième partie. OK. Et, je reviens sur la dernière diapo de la deuxième partie pour vous indiquer et revenir sur les deux points, deuxième point et troisième point. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que on était au moment où on s'est quitté à imaginer un peu ce que vivaient, puis ce que pensaient, puis ce qui angoissait ou rendait inquiet les familles canadiennes après la prise de Québec par les Anglais. Un point, c'est que comme il y a des Acadiens qui sont venus, qui se sont sauvés avant la déportation, et qui sont venus rester au Canada, donc sur les rives du Saint-Laurent. Il y en a un certain nombre qui sont venus dans le coin qu'on appelle aujourd'hui Saint-Gervais. Et donc, ils sont arrivés à la même époque. C'est-à-dire que, même un peu avant, là. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient connu la déportation, là, parce qu'il y en a qui se sont sauvés pendant la déportation. Donc, ils savaient qu'est-ce qui était arrivé, là. Et donc, on peut pas penser autrement que les Canadiens qui étaient là, les Dutil, ok, entre autres, pensent que ça va arriver, là. Les Anglais vont faire la même chose, ok, qu'ils ont fait en Acadie. Donc, c'est sûr qu'il y avait cette peur-là, absolument. Maintenant, partir où, rester dans quelles conditions, la plupart des Canadiens, ils connaissaient pas la France. Donc, quel intérêt à aller dans un pays complètement inconnu qui, finalement, après 150 ans de Nouvelle-France, est très différent de la mère patrie. Puis rester dans quelles conditions? Bon, disons que à la prise de Québec en 1760, les Anglais étaient minoritaires. Ils ont, il y avait vraiment fait peur à beaucoup de monde. Puis il y avait eu des morts. Ok, il y avait eu plein de prisonniers. Ils ont laissé aux Canadiens 1 an et demi pour quitter à partir du traité de Paris en 1763. Mais il faut comprendre que il y a eu un 2 ans là, entre la prise de Québec, ok, puis là les bateaux anglais arrivent à l'été, donc c'est terminé. Montréal tombe, ok, donc il y a eu un 2 ans avant le traité de Paris qui déterminait plus spécifiquement les conditions qu'il y aurait. Et donc, un 2 ans de flou, si on peut dire. Donc, la plupart, finalement, des Canadiens sont restés. Ceux qui sont partis après la prise de Québec, là, dans les années 61-62, les soldats étaient obligés de partir. Les Anglais les forçaient à s'en aller. Ils voulaient pas qu'il reste de soldats au pays. On comprend pourquoi. Et il y a les nobles, ok, qui avaient plus d'emploi ou qui pensaient pas qu'il y en aurait non plus ou qui voulaient rien savoir des Anglais, du régime anglais, qui sont partis aussi. Dans ceux-là, ok, il y en a un certain nombre qui sont revenus quand ils ont vu les conditions qu'on verra plus tard qu'ils ont fait aux Canadiens. Mais il y en a à peu près 300 là, qui ont quitté, dans ceux qui étaient dans l'administration. 1763, le traité de Paris. Donc, allons là. Ouais, ça c'est... traité de Paris ici. La grande
le grand changement apporté par le traité de Paris en 1763. Ces traités-là, évidemment, ne sont pas sont pas signés à Québec. Là. Tout se passe en Europe. C'est la grande disparité dans les territoires maintenant qui s'appelle la Province of Québec, ici. Donc, c'est les deux rives du Saint-Laurent, c'est le bassin de l'Outaouais, puis un petit peu le Richelieu. Jusqu'au lac Champlain, en fait. Et c'est des frontières qui ressemblent pas mal à celles qu'on a aujourd'hui là, du côté est. Bon, c'est une espèce comment on dit, de réserve, OK, pour les Canadiens. Donc, territoire extrêmement diminué. Territoire amérindien, ici. La Louisiane, ici. Et les 13 colonies, ici. Donc, le premier point, le territoire de ce qui s'appelait le Canada. Bon, le Canada n'existe plus. Il reste la Province of Québec. Et il reste toute la région des Grands Lacs, puis au-delà, au sud, territoire amérindien, mais ça ne le restera pas longtemps. Mais c'est pas notre propos aujourd'hui. Et les colonies ici. Donc, on a accepté, OK, que les Canadiens puissent parler leur langue, garder leur religion à ce moment-là. On a permis, OK, qu'il y ait des gens qui soient administrateurs, qui participent à la gestion de la colonie. Cependant, il n'y avait pas de parlement, là. Tout était décidé par les autorités militaires encore. Et donc, le traité de Paris de 1763, grosso modo, c'est ça. Puis, là, on se reporte 11 ans plus tard, en 1774, c'est l'acte de Québec. L'acte de Québec a officialisé les accommodements très importants qu'on a faits aux Canadiens. Parce que là, on est dans le contexte des Anglais, des colonies, les colonies anglaises là, de l'Est de l'Amérique. Donc, tout ce qui est la côte américaine aujourd'hui. Donc, eux, ils sont sur le point de faire leur indépendance. Là. Il y a déjà des guerres, OK, avec les Anglais. Donc, maintenant, c'est la division des Anglais. Les Anglais qui étaient tous unis, tous les Anglais d'Amérique dépendaient de Londres. Ben là, le mouvement pour changer ça est en marche. Les 13 colonies veulent leur pays, veulent leur indépendance. Évidemment, Londres ne veut pas leur donner. Donc, la partie qui reste de l'ancien Canada, puis qui est maintenant la Province of Québec, ben là, les Anglais, ils misent vraiment là-dessus. Il faut vraiment qu'ils gardent cette partie-là. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que un nommé Washington a écrit une lettre à tous les Canadiens, les invitant à participer avec eux à la Révolution pour abolir la monarchie, se faire un pays et refaire une démocratie différente. En fait, différente. La monarchie, c'est pas vraiment une démocratie, donc faire une vraie démocratie. Et donc, il y a eu des Américains qui sont venus, OK, et qui sont venus essayer de convaincre les Canadiens d'embarquer contre les Anglais, qui étaient maintenant leur patron ou leur gestionnaire. Et dans la population canadienne, ben, finalement, ça a créé une division complète. Il y en avait qui étaient pour s'allier aux Américains contre les Anglais et la monarchie, puis il y en avait qui trouvaient que finalement, après 11 ans, les conditions n'étaient pas si mal. OK, ils pouvaient faire comme avant, pratiquement. C'est juste que les gestionnaires, c'était des Anglais. OK, ceux qui prenaient les décisions, ils étaient à Londres ou c'était des Anglais de Québec. Mais ils pouvaient un peu comme avant, puis même mieux qu'avant un peu, parce qu'on sait que les 10 dernières années, la France n'est pas trop occupée de notre coin de pays. Donc, il y en a plusieurs qui considéraient que c'était ça le mieux. Là. Les Américains, ils ne savaient pas trop quelle direction ça prendrait.
Puis en plus, les Américains, il y en avait plusieurs qui les détestaient parce que les Canadiens avaient déjà fait plusieurs campagnes militaires dans la Nouvelle-Angleterre, en tuant plusieurs Anglais, donc ou Américains si vous voulez. Donc ils étaient pas, ils les portaient pas dans leur cœur. Puis en plus, ils étaient très choqués que les Anglais aient permis une religion papiste qui croyait au pape, ok, et qui croyait à l'autorité du pape. Alors que les Anglais de ce qui va devenir bientôt les États-Unis, eux, le pape, c'était pas une personne qui faisait partie de, si vous voulez, de la hiérarchie dans leur religion. Là. Puis en plus, ils les laissaient avoir leur religion catholique et pas une religion protestante. Donc, ils étaient vraiment déçus de ça. Donc, les Canadiens, avant de dire on va s'associer aux Américains, ben les Américains, est-ce qu'ils vont faire comme les Anglais, les laisser parler français, les laisser avec leur religion qu'eux, ils prisent pas du tout, alors que, en plus, les Américains, ils sont plus d'1 million. Et là, les Canadiens sont autour de, en 74, un petit peu plus que 70 000. Donc, il n'y a pas de garantie avec eux, là. Quand même, la population était divisée. Et ça l'a fait en sorte que, même à l'intérieur des familles, c'était la division. Deux anecdotes là-dessus. Je reviendrai sur l'affaire Corriveau. La pendaison du meunier Nadeau. C'est un exemple pour dire que la population était divisée. Lui, le meunier Nadeau, il était pro-américain. Et il fournissait même donc il était meunier, il y avait de la farine, ok, qu'il pouvait fournir aux insurgés américains et les Canadiens qui étaient associés à eux. Mais il y a plus que ça, lui, il a convaincu, il a fait de la propagande, ok, pour aller chercher les Canadiens pour qu'ils soient pro-américains. Puis finalement, il y en avait qui faisaient une cabale dans l'autre sens, donc pour rester avec les Anglais. Et tout ça, là, c'est sur la côte sud, là, où sont nos amis d'Utile. Alors, il y a eu comme une bataille, des escarmouches, ok, puis des morts, ok, entre les deux clans. Puis au bout du compte, les Anglais ont gagné. Faut dire que les Américains avaient déjà pris Montréal et Trois-Rivières. Il leur restait à prendre Québec, mais c'était à la fin de l'automne, début de l'hiver. Leurs troupes étaient amochées. Fait que finalement, ils n'ont pas réussi à prendre Québec. Sauf que ceux qui avaient travaillé avec eux, qui étaient pro-américains parmi les Canadiens, ben eux, ils étaient vraiment ciblés, ils étaient recherchés. Et ils en ont pendu un certain nombre, dont le meunier Nadeau, pour faire exemple. Puis l'autre point aussi, c'est que tout le clergé était associé aux Anglais. Le clergé, après 11 ans, était satisfait des conditions des Anglais, grosso modo, et donc ne voulait pas risquer le coup avec des Américains, ok, qui n'aimaient pas cette religion-là. Donc, pas vraiment. Ces gens-là qui avaient été pro-américains, ben les autorités religieuses qui étaient tous pro-anglais, ok, ben on procédait à l'excommunion, ok, de ceux qui étaient pro-américains. Donc, il y en a qui ont été pendus, mais il y en a qui étaient simplement excommuniés. Mais excommuniés, dans ce temps-là, c'était beaucoup. Là. Ça voulait dire qu'ils pouvaient. D'abord, ils ne seraient pas enterrés dans le même cimetière que leur famille. On avait même réservé un coin de terre, ok, à la Durantais pour placer en terre les gens qui avaient été pro-américains. Donc, il y avait aussi des excommuniés. Et finalement, je reviens à l'affaire Corriveau, mais c'est juste pour dire que ça s'est passé dans la côte sud, ok, vraiment, tous ceux qui restaient, dont les Dutils, ok, ont vécu de leur vivant. Cette histoire-là, grosso modo, c'est une femme dont le mari était très violent. Elle avait du caractère, puis finalement, comme elle voulait s'en sortir, elle a pris l'ultime moyen, elle s'est organisée pour qu'il meure. Évidemment, ça s'est su, et donc elle a été pendue et mise dans une cage et exposée à la société.
Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu une tournée aussi un drame musical, si vous voulez, de ce drame-là, mais en musique et en théâtre, qui a eu lieu dans les récentes années. Alors, voilà pour le temps de la Révolution américaine. En terminant, on peut dire là-dessus que s'il n'y avait pas eu la Révolution américaine contre les Anglais, mettons que les Anglais des États-Unis auraient resté soumis à Londres encore un bon bout de temps, il est vraiment pas certain qu'on aurait eu les mêmes conditions. Les Anglais qui nous dirigeaient voulaient vraiment conserver le Québec parce que s'ils perdaient le Québec, ben ils perdaient pied en Amérique, aussi simple que ça. Donc, c'est un peu une chance pour notre survie que le contexte ait été comme ça. Je vais parler maintenant de la deuxième génération des Duthill. Je reviens à droite avec la carte que j'ai présentée, mais qui avait été... il y avait un problème technique qui faisait que vous voyez juste la moitié de l'image des diapositives. Alors, je reviens là-dessus pour l'expliquer. Donc, c'est une carte datant de 1854 des seigneuries dans le territoire de la Côte-Sud. Et donc, j'ai encore là fait parce que l'autre carte qui ressemblait à ça qu'on avait posée, c'était la carte de 1744. Là, on est comme 110 ans plus tard. Alors, je resitue les différentes seigneuries. On voit que la seigneurie de Saint-Michel, qui était comme en forme de T avant, s'est agrandie beaucoup vers le sud-est, beaucoup plus loin. Donc, c'est encore celle-ci, la seigneurie de Saint-Michel. La seigneurie de Saint-Vallier ici, seigneurie de Berthier-Bellechasse, seigneurie de Beaumont, seigneurie Saint-Charles, ou plutôt de Livaudière. Ici, la Martinière. Donc, notre ami, ce qui reste de la famille Duthill, là, on est évidemment, la carte date de 1854, mais on est ici dans les années 1700 toujours. Donc, au moment, disons, où Antoine Duthill, fils, marie Marguerite Adam, à Saint-Gervais. Donc, c'est pour situer Saint-Gervais. Saint-Gervais, c'est ici. Donc, si on revient sur nos lieux, le 3 lieux, c'est 15 km. Donc, c'est une vingtaine de kilomètres, finalement, du fleuve. Mais toujours dans la seigneurie de Saint-Michel. Donc, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Si je me rappelle bien, je retrouve mes notes un instant. Voici donc le mariage de notre ami Antoine a eu lieu le 19 novembre 1764. Faut dire que Marie-Ursule, s'était mariée avant lui, mais Marie-Ursule s'était mariée si je me rappelle bien, c'est en 1763, donc c'est vraiment juste après la conquête, là. Donc, Antoine fils, Marguerite Adam, en 64. Il s'établit, le mariage a lieu à Beaumont. Lui, il a 24 ans, elle a 19 ans. Maintenant, les familles qu'ils ont eues, eux autres, ils ont eu 13 enfants, dont 7 filles et 6 garçons. Et parmi eux, il y en a qui n'ont pas eu de famille. Il y a eu 11 enfants qui ont eu leur propre famille après. Et de là, après ça, 60 petits-enfants, donc 14 garçons nommés Duthill, qui ont aussi fondé une famille.
Donc, il y en a qui sont morts, donc ils n'ont pas fondé de famille. Il y en a qui sont restés vivants, mais qui n'ont pas fondé de famille non plus. C'est un peu ce qui explique qu'il y en ait 14 sur 60, ok, garçons qui ont fondé une famille. Jacques Duthil, marié en 1806 à Saint-Henri de Lévis. Donc, lui, c'est le premier qui se déplace à l'extérieur du coin de Saint-Gervais, Saint-Michel. Sauf, c'est vrai, on avait nommé Marguerite qui s'était mariée à Québec avant. Donc, lui, il y a eu 15 enfants, dont 3 se sont mariés. 3 garçons se sont mariés. Alors, lui, c'est une famille spéciale parce qu'il y a 7 enfants qui sont morts à la naissance ou dans la première année. Sur ces 15 enfants, il y en a 7 qui sont décédés dans la première année ou à la naissance. Donc, finalement, il lui en restait 8. C'est pour ça qu'on s'avance avec 3 garçons seulement qui sont mariés. Charles, ce sera votre descendant, c'est le 7e enfant. Donc, lui, il marie Marthe Rouillard. Là, j'ai pas trouvé l'acte de mariage. C'est probablement à Saint-Gervais aussi. Et ils ont eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. On sait que Charles, durant sa vie, a déménagé à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est là qu'il est enterré. Ah oui, je vous montre une photo de Saint-Gervais. Comme la plupart beaucoup d'Ucil parmi ceux de la première et deuxième génération ont vécu dans le coin, dans la Côte-Sud aussi, mais à Saint-Gervais. Ça, c'est une photo de la paroisse de Saint-Gervais. On voit l'église de Saint-Gervais. Évidemment, c'est une photo de notre époque aujourd'hui. Alors, on voit au fond les montagnes de Charlevoix. On voit un petit peu l'île d'Orléans, comme il n'y a pas beaucoup de montagnes, on ne la voit pas beaucoup. Puis, on voit même pas le fleuve, ok, parce que ça ici, les boisés ici, ça fait partie de la descente vers le fleuve de ce coin-là. Bon, des fermes ici, un autre secteur boisé. Mais dans le fond, on voit que ça monte, plutôt ça descend graduellement vers le fleuve. Voilà. En terminant, je vais parler une petite rencontre fortuite que Joanne et moi avons fait en Normandie en 2017. Donc, je rappelle que nous, on avait fait un voyage en France en 2017, entre autres pour aller en Normandie, dans la région d'où venait le premier Duthil, c'est-à-dire Forges-les-Eaux en Normandie. Il y a une anecdote que je vais vous raconter qui a rapport avec le nom, l'origine du nom Duthil. Henri Caron m'avait prêté récemment un livre d'un auteur qui nous rapporte un peu comment se sont formés les noms, comment on appelle les noms de famille des gens, d'où ils viennent. Alors, il y a vraiment de multiples raisons. Là, je fais juste un rapide d'une partie de ces raisons-là ou de ces origines-là des noms. Alors, on voit l'anglais, par exemple. Bon, évidemment, ça a rapport avec son origine, son ethnie d'origine, si vous voulez. Ensuite de ça, la Savoie, on sait que c'est une région de France. Donc, ça peut, des gens qui venaient de là, ils pouvaient porter le nom de la région. Dagenais, je pense que c'est comme un territoire plus petit que la région. Donc, ça peut être relié à un territoire. Ça peut être relié à une ville, la ville de Limoges. Donc, monsieur, madame Limoges, ok, à l'origine, pouvait venir de Limoges. Monsieur Grandmaison, sa propriété est spectaculaire, donc on le baptise de ce nom. Ça peut être à cause d'un phénomène géographique, une rivière, par exemple, ou un arbre, un frêne. Ça peut être leur métier, monsieur Meunier, monsieur Laforge, parce que la forge lui appartient. Monsieur Leblond, une caractéristique physique, la tulipe, une caractéristique florale. Plouffe, l'auteur du livre d'Henri, que je vais vous nommer à l'instant. C'est Roland Jacob, celui qui a écrit le livre, là, qui explique les origines des noms. C'est vraiment un livre intéressant. Et pour le mot plouf, lui, il trouve que c'est une... Il n'a pas trouvé, donc il dit c'est une bizarrerie, ok, c'est peut-être... on a voulu rire de quelqu'un, on l'a appelé plouf, ok.
puis où il est arrivé un événement, plouf, on peut penser, je sais pas, une roche qui tombe dans l'eau, enfin. Ça peut être. Donc, c'est pour dire que dans le fond, ça peut être toutes sortes de raisons, puis même les plus bizarres, OK, qui marquent l'origine des noms. Et alors, Dutil. Bon, il y en avait parmi les Dutil qui avaient déjà fouillé un peu, puis qui avaient vu que, ben, la théorie dominante, c'est que c'est relié à un arbre, le tilleul. Donc, Dutheil, Dutil, l'auteur, M. Jacob, en nomme d'autres dans son livre. C'était comme l'arbre, le tilleul, était comme l'origine principale, OK, du nom d'Util, selon lui. Mais toujours est-il que nous, une fois là-bas, Joanne et moi, lors de notre voyage en 2017, alors on voyage en Normandie, on visite Forges-les-Eaux, puis là on se balade dans la région, puis à un moment donné on est intéressé par un lieu qui est un lieu où un artisan fait des sculptures, donc on y va, on visite, c'est très joli. Il y a quelques autres personnes, puis à un moment donné on engage la conversation avec une dame. Et dans la conversation, elle apprend que le nom de famille de Joanne, c'est Dutil. Oh, là, elle devient intéressée plus particulièrement à ça et nous demande si on sait quelle est l'origine du nom. Parce qu'elle nous dit ensuite que d'abord, il y a un lieu, non loin de là, qui s'appelle Till-Riberpré. Mais finalement, c'est un regroupement de deux communes. L'une s'appelait Till, T-H-I-L, et l'autre Riberpré. Donc, c'est deux petites communes. Et elle connaît l'origine du nom de cette commune-là. Et selon elle, c'est relié à l'époque où les Scandinaves, donc les Vikings, ont colonisé la côte de la Normandie. Parce que la Normandie est tout près de la mer, OK, du détroit qui sépare l'Angleterre de la France. Donc, Till serait un nom scandinave, T-H-I-L, d'origine scandinave. Puis le fait qu'il y ait une commune qui porte ce nom-là, ça serait... ça daterait de l'origine ou de la présence pendant quelques décennies de Scandinaves dans ce coin-là. Donc, ils ont comme créé une agglomération qui s'appelait Till. Et donc, ceux qui venaient de là s'appelaient Dutil, mais avec un H. Alors, devant ce fait, nous, aussitôt qu'on a quitté la boutique de l'artisan, du sculpteur, ben, on a cherché à savoir c'était où Till, et finalement, on a trouvé. Alors, je montre ici quelques photos. Je vais quitter le PowerPoint, puis je vais vous montrer quelques photos de ce coin-là. Donc ça, c'est l'église, puis les alentours de Till. Je vous en montre quelques-unes rapidement. Donc, c'est la vieille église, une vieille église qui a commencé à être construite au début du 16e siècle, donc dans les années 1500. Début des années 1500. Donc, encore un peu le même point de vue. Donc, il y avait peut-être une dizaine de maisons à Till, simplement, là. Je vous amène maintenant près de l'église, il y avait un cimetière. Et on a trouvé justement deux personnes qui étaient décédées, qui ont vécu, nommé Pascal Dutil, qui est né en 1898 et qui est mort en 1962, je crois. Et Marthe Dutil, née en 1904, décédée en 2004. J'ai une photo d'un peu plus près, donc c'est ça. Donc, on voit des gens qui venaient du lieu Till et qui finalement portaient le nom de Dutil. Voilà, ça termine pratiquement ma présentation. Alors, on termine avec une image d'un parc à Forges-les-Eaux, le lieu d'origine du premier Dutil en Amérique, Antoine Dutil, marié à Geneviève Delisle. Donc, c'est une dernière photo. Et je remercie de l'initiative de cette conférence. Je remercie Jean Dutil qui était l'initiateur de ce projet.
Je remercie aussi les participants et participantes qui se sont présentés, ces gens, pour assister directement. Ça m'a aidé beaucoup. Ça a créé de l'animation dans la présentation. Finalement, aussi, je remercie tous ceux qui ont pu se joindre à distance. Donc, il y a Julie, un petit peu de Boston, Henri Caron et Diane Dutil de Trois-Rivières, et de la région de Terrebonne, Sainte-Thérèse, donc Sylvie Dutil et Lucie Dutil. Je pense pas en oublier. Donc, merci beaucoup à tout le monde, puis bonne suite. Il y aura peut-être une suite pour les Péloquins. J'ai fait l'histoire aussi. À voir. Au revoir.